J'aime beaucoup The Promised Neverland. Ou en tout cas, c'est ce que je vous aurais dit il y a un an, à la fin de la saison 1 quand j'ai commencé à acheter tous les tomes du manga. Et effectivement, il y avait de quoi. Le premier arc nous présente un orphelinat, peuplé d'enfants de 10 ans pour les plus vieux, qui se révèle être une ferme créée pour fournir de la viande d'humains élevée en plein air pour de terrifiants démons qui semblent gouverner le monde extérieur. Emma et Norman ayant découvert le poteau rose, il leur faut maintenant trouver un plan pour s'échapper et survivre. Forcément, avec une telle prémisse, il y avait de quoi piquer l'intérêt. Comme dans un Made in Abyss, le fait de suivre des personnages enfants permet une dualité entre leur innocence et l'horreur du monde extérieur, et oblige aussi à se résoudre la stratégie pour vaincre. Impossible que des enfants puissent vaincre des démons s'ils en arrivaient au corps à corps, donc leur seul moyen de l'emporter, c'était sur le plan psychologique, en étant plus intelligents que leur adversaire. Le casting était très réussi aussi. Ce qui fait fonctionner si bien le début du manga, c'est bien son trio de personnages si complémentaires. D'abord Emma, l'idéaliste. Elle n'en fait qu'à sa tête et refuse de renoncer à ses principes, peu importe les conséquences. C'est pourquoi elle veut emmener tous les enfants avec elle, peu importe à quel point la logique voudrait que cela soit impossible. À son opposé, la logique incarnée justement, on trouve Rei. Adepte du pragmatisme allemand, il aura souffert en silence toutes ces années en sachant très bien ce qui arrivait à ses frères et sœurs, se faisant passer pour un allié de Mama pour créer les conditions nécessaires à leur fuite future. En bon pragmatique ayant déjà sacrifié plusieurs de leurs frères et sœurs par le passé, il voudra évidemment mettre toutes les chances de leur côté en ne partant qu'avec les enfants les plus âgés. En dehors de la difficulté de s'échapper, ils ne savent même pas ce qu'ils trouveront à l'extérieur et ne peuvent se permettre d'y aller en emportant des bébés avec eux. Et enfin Norman, qui sert de liaison entre les deux. Il comprend parfaitement Rei, mais souhaite malgré tout au fond de lui rejoindre Emma dans sa décision folle de sauver tous les enfants. Il a cependant une grande différence avec elle, et c'est les sacrifices auxquels il est prêt pour atteindre son objectif. Tout cet arc qui correspond aux 4 premiers tomes du manga et à la saison 1 de l'anime était très bien réalisé, avec des révélations surprises auxquelles on aurait pu s'attendre si on avait réfléchi un peu plus, et qui paraissaient donc toujours justifiées. Je prends en exemple l'arrivée de Sir Crown, qui vient rajouter une grande difficulté pour notre trio, qui ne s'y attendait pas du tout. Et pourtant, en y réfléchissant, si Mama était humaine, il n'est pas étonnant qu'il existe d'autres adultes en dehors de la ferme, et que Mama requiert de l'aide une fois qu'elle a compris que certains enfants souhaitaient s'échapper. Au-delà de la surprise et de la guerre stratégique qui était à l'œuvre, le tout arrivait aussi à être prenant par ses enjeux et l'attache émotionnelle qui se crée envers les personnages. Il sera clair pour tous, je pense, que la prémisse de base était tragique. Des enfants trahis de la pire des façons par leur mère en qui ils avaient toute leur confiance et qui tuaient en fait leurs frères et sœurs depuis tout ce temps, tout en continuant à agir comme si de rien n'était. C'est un setting parfait pour créer de la peur, des larmes, de l'inquiétude et de l'angoisse chez les personnages, tout comme chez le spectateur. Le manque de temps vient aussi jouer un rôle majeur. Ils n'ont que 2 ou 3 mois tout au plus avant d'être eux-mêmes livrés, et s'ils n'ont pas trouvé un moyen de s'échapper d'ici là, c'est game over. Les choses deviennent aussi de plus en plus moralement complexes au fur et à mesure quand on apprend notamment le passé d'Isabella, la mère chargée de s'occuper de tous ses enfants. Loin d'être un monstre son cœur, elle a elle aussi été une enfant des fermes tout comme eux, et a simplement fini par devenir une mère car la seule autre option était la mort. Si elle ne le faisait pas, quelqu'un d'autre aurait été sélectionné pour le faire de toute façon, donc pourquoi pas. Elle se rattrape comme elle le peut en donnant un maximum d'amour à ses enfants, pour les rendre aussi heureux que possible durant leur courte existence. Elle essaiera même de convaincre Emma de suivre la même voie et de devenir une mère à son tour afin de survivre. En tout cas, ces questions de morale, de bien et de mal, etc. ne sont qu'un début, elles seront encore traitées par la suite. Mais cet arc d'ouverture du manga offrait tout ce qu'on pouvait attendre d'une introduction à l'histoire qui allait se dérouler. À ce moment-là, les spectateurs étaient donc prêts pour cette grande aventure à laquelle ils allaient assister. Puis ils se sont fait niquer. 2 fois. Par le manga et par la deuxième saison de l'anime. On va donc commencer par l'anime puisque cela va nous permettre de rester dans une zone non spoiler, puis on passera sur la suite du manga en spoilant à fond, mais ne vous inquiétez pas, on vous préviendra à ce moment-là. Bon, la saison 2 de l'anime donc. Alors Nico a dit que l'on se faisait niquer aussi avec le manga. Mais si vous avez regardé la saison 2 en entière, sachez que vous êtes fait niquer de manière bien plus grave. Alors on va résumer le problème pour ceux qui vivent dans les grottes et qui sont pas encore au courant. Vous vous souvenez quand on a dit que la saison 1 couvrait les 4 premiers volumes du manga en 12 épisodes? Eh bien cette saison 2 couvre les 16 suivants en 11 épisodes. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pouvait penser au début, l'anime ne prend pas un autre chemin alternatif ou je sais pas trop quoi. Enfin d'une certaine manière si, mais pas vraiment. En gros, l'anime va skip énormément de points, les plus intéressants en plus. Notamment toutes les parties impliquant des combats. Il va supprimer des personnages et arcs entiers, mais va garder la trame principale. Les dialogues, débats, solutions etc. trouvés par l'anime sont en très grande majorité les mêmes que le manga, mais en rushé et mal amenés. Ce qui veut dire que si vous avez vu la saison 2, vous vous êtes techniquement fait spoil une bonne partie du manga.
Donc certes, il y a ses problèmes aussi, mais il est quand même 100 fois mieux raconté que cette saison 2. Bon, on va pas revenir sur les détails de ce qui est skip ou quoi du coup, ça prendrait beaucoup de temps inutilement, et d'autres vidéos consacrées sont trouvables ailleurs. On peut cependant se demander quelles sont les raisons d'une telle décision. Mais c'est pour ça que je comprends pas son cheminement, quoi. Je veux dire, quelque chose qui va pas. On n'a pour l'instant aucune info officielle, mais on peut spéculer. Vous n'êtes pas sans savoir que le manga est terminé, et l'objectif d'un animé est en général de faire booster les ventes, ce qui fonctionne principalement quand le manga est encore en cours. Ici, faire une adaptation avec notamment les arcs remplis de combats aurait sûrement coûté très cher, donc il est probable que ce soit la raison pour laquelle ils ont décidé de simplement en finir rapidement et de tout adapter dans cette petite saison. Là je vais peut-être un peu loin, donc ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, mais il est même possible qu'il s'agisse d'une stratégie marketing de génie. En faisant une saison 2 si mauvaise, tous les fans du manga se sont énervés, mettant beaucoup l'œuvre en avant. En plus, face au massacre que c'est, nous sommes nombreux à avoir conseillé à ceux qui n'avaient vu que l'animé de ne pas s'embêter avec la saison 2, et de plutôt aller lire le manga qui est bien meilleur. Est-ce qu'au final, ce serait pas la meilleure des stratégies pour booster les ventes du manga? Je ne sais pas trop. Bon, là on le répète, mais ce n'est que spéculation, hein. Il n'y a aucun élément solide pour affirmer qu'ils auraient volontairement saboté la saison 2 pour ça. Du coup, maintenant qu'on a fini de parler de l'animé, on va pouvoir faire une partie spoiler. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le manga en entier, vous pouvez arrêter la vidéo là. Je sais que ça fait une vidéo assez courte pour vous, mais il est impossible de traiter le sujet sans spoiler, donc on n'a pas le choix. Je profite de cette petite pause pour vous demander de vous abonner et de liker la vidéo, et pour les autres, on part maintenant sur les problèmes du manga. Bon, donc on reprend le tome 5 en dehors de la ferme. Tout le monde s'est échappé en y laissant plus ou moins des plumes, ou une oreille en l'occurrence, et se retrouve maintenant dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Tout peut arriver et ça s'annonce passionnant. Évidemment, on commence avec une partie centrée sur la survie, mais très vite, le groupe est sauvé par Sonju et Mujika, deux démons végétariens, ce qui signifie qu'ils ne mangent pas d'humains. On continue ainsi sur les thèmes posés plutôt par l'ambiguïté morale de Isabella. On nous dit que le monde est plus complexe qu'il n'en a l'air et que tous les démons ne sont pas forcément méchants. Ils leur apprennent un peu à survivre, puis les mettent sur le chemin du refuge avant de se séparer. Une fois arrivés au refuge, notre groupe fait la rencontre de Yugo, qui les attendait là, et il ne semble manifestement pas prêt à partager cette cachette avec une bande de gamins tombés du ciel. Ainsi, après des alliés démons, c'est un ennemi humain qui fait face à notre groupe. Yugo est d'ailleurs un très bon personnage, mentalement détruit par la perte de ses amis et 13 ans de solitude, qui vient confronter les idéaux de Emma et ses amis. Il leur met une claque de vérité en rappelant qu'avec un tel groupe, ils n'ont aucune chance de survivre. Son développement sera très intéressant par la suite d'ailleurs, quand on comprendra qu'il ne les rejette que par peur d'avoir à nouveau quelque chose à perdre, ayant déjà trop souffert par le passé pour accepter ce risque. Mais bref, on a encore beaucoup de choses à aborder, donc faut qu'on avance. On arrive ensuite au fameux arc Goldie Pond, et ces personnages qui viennent réellement remettre en question ce qui a été introduit jusque-là. Certes, tous les démons ne sont peut-être pas méchants, et ils ne mangent pas tous des humains, mais certains le font malgré tout, et on tombe sur certains des pires d'entre eux. Goldie Pond est un terrain de chasse pour certains démons aristocrates, qui se fichent de la viande et prennent simplement du plaisir à la chasse, quand ils mettent eux-mêmes leur vie en jeu. Cet arc est très important pour deux raisons. Déjà, il fait enfin échouer Emma. Elle, qui avait tout réussi jusqu'à là, crée un plan qui échoue et cause la mort de deux enfants. Même si pour nous ce sont des personnages random dont on se fiche, pour Emma c'est évidemment un choc énorme. Cela permet d'enfin remettre en question la naïveté d'Emma, et de montrer que tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait, tout en mettant en scène les premières morts depuis l'évasion de Gracefield. Le manga recrée ainsi de la tension et du réalisme en rappelant qu'on suit des enfants dans un monde de démons, et qu'évidemment, il peut y avoir des morts à tout moment. Deuxième raison pour laquelle cet arc est important, c'est parce que malgré tout ce que Emma pourra dire, Lewis, le démon qui gère ce terrain de chasse, refusera de se ranger à son avis, et ne lui offrira aucune autre solution que le combat à mort. Entre le scénario qui vient enfin mettre des bâtons dans les roues Emma et de nombreux chapitres remplis de combats extrêmement stylés, il n'est pas étonnant que Goldie Pond soit un des arcs préférés de la communauté. Mais malgré ses qualités, c'est aussi là qu'il commence sa descente aux enfers. La fin de l'arc venu, on se retrouve avec de très nombreux personnages qui ont été sauvés et viennent s'ajouter aux 15 échappés de Gracefield, auxquels on n'avait déjà pas eu le temps de s'attacher particulièrement. Cela fait que pour la plupart de ces personnages, leur sort nous est totalement indifférent, et le seul lien qu'on a avec eux se fait au travers d'Emma, puisque si il meurt, elle en sera affectée, et donc nous aussi. Pourtant, l'auteur avait la possibilité de nous faire nous attacher à eux. En effet, une fois rentrés au refuge, ils y vivront pendant longtemps, tout en cherchant les fameux 7 murs où ils doivent se rendre pour faire une nouvelle promesse, vous savez de quoi je parle, je vais pas réexpliquer ça ici. Et là, l'auteur décide de nous faire un timeskip de 1 an et 7 putains de mois. Ce qui est quand même énorme quand on sait que le plan de base, c'était de rentrer à Gracefield pour qu'on sauve Phil et les autres enfants d'ici 2 ans.
Chaque minute devrait compter, mais on nous fait un time skip qui nous épargne la nouvelle énigme à résoudre pour trouver un nouvel endroit, ce qui est quand même vraiment dommage. Mais bref, en parallèle, on aurait eu du développement sur Yugo, qui aura retrouvé son ami Lucas, qu'il pensait mort. Et tout semble bien se passer quand le refuge est soudain attaqué. Les personnages se retrouvent donc à nouveau enfermés dans un lieu clos et doivent s'en échapper pour survivre, un peu comme le premier arc. Et on commence alors à se rendre compte que le manga a changé. Dans le premier arc, quand quelque chose se passait, on nous donnait les éléments avant. On voyait les plans être faits, et les objets nécessaires étaient introduits et fabriqués par les persos eux-mêmes. Maintenant, ce n'est qu'une fois l'action commencée que les différents éléments nous sont révélés. Pour ce cas précis, une fois le refuge attaqué, on apprend soudain que les enfants avaient caché des fusils dans chaque pièce, qu'il y a 3 entrées différentes pour lesquelles des routes ont été préparées pour s'échapper, que de fausses infos ont été cachées dans certaines pièces pour induire des éventuels intrus en erreur. Tout un tas de choses de ce genre. Le fait de ne révéler les détails qu'une fois qu'ils sont nécessaires fait que n'importe quoi peut être inventé après coup, pour permettre au scénario d'aller dans le sens souhaité. On perd cette sensation de réalisme qui faisait qu'on s'inquiétait pour les personnages et qu'on se demandait ce qu'on aurait fait à leur place. Non, à partir de maintenant, on fait que voir le scénario se dérouler sans être réellement impliqué. Bon, on va aller plus vite et pas s'arrêter sur chaque point par la suite car ça commence à devenir long. On va donc aller à l'essentiel. Emma et les autres finissent par retrouver Norman et celui-ci leur apprend qu'il a un plan parfait pour sauver tous les humains des fermes. Les démons sont une forme de vie ayant obligatoirement besoin de manger des humains pour garder leur intelligence, sous peine de quoi ils régresseraient et redeviendraient des animaux. Si les démons ne peuvent pas se passer de nourriture humaine, alors il n'y a pas d'autre choix, Norman va exterminer tous les démons. Tous les autres sont partants pour ce plan, mais Emma n'est pas d'accord. Elle a vu que tous les démons n'étaient pas méchants grâce à Mujika et Sonju notamment qui ne mangent pas d'humains. Elle confronte donc Norman à ce sujet, et celui-ci lui répond avec un « Ouais, mais c'est pas toi qui décide !» Mais malgré tout, la conversation qui en suit est assez intéressante. On apprend que Mujika est une fille du clan au sang maudit, un clan n'ayant pas besoin de manger des humains pour garder leur forme humaine, et qui peuvent transmettre ce pouvoir en faisant boire leur sang à d'autres démons. Malgré tout, il explique qu'ils sont chassés par la famille royale, car si les démons étaient libérés du besoin de manger des humains, les fermes deviendraient superflues et les nobles perdraient la capacité de contrôler le peuple. Il explique aussi que de toute manière, même si ce n'était pas nécessaire, les démons continueraient à vouloir manger les humains juste pour le plaisir, prenant les humains comme exemple en montrant que nous non plus ne serions pas prêts à arrêter de manger de la viande simplement parce que ce serait méchant. Ces paroles ont d'autant plus de poids maintenant que Emma a vécu les horreurs de Goldie Pond, où elle a fait face à des démons qui chassaient purement par plaisir. Il finit en lui rappelant qu'elle est trop idéaliste et qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si cette phrase avait été respectée, ça aurait pu bien se finir et être intéressant, sauf que ça aurait été trop couillu de mettre des obstacles sur le chemin d'Emma. Ainsi, on va pas faire de détour, la fin du manga est un condensé de niaiseries, de facilité scénaristique et d'incohérence pour en arriver à Emma et tous les autres humains s'en sortent et retournent dans le monde des humains, tous les méchants nobles sont tués et Mujika devient reine après avoir fait boire son sang à tous les démons pour qu'ils n'aient plus besoin de manger des humains, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et c'est ainsi qu'ils obtinrent le beurre et l'argent du beurre. Franchement, c'était d'une nullité son nom. Oui, allez, que tous les démons acceptent de devenir vegan après un discours d'une minute, et vas-y que le peuple supplie Mujika de devenir reine alors qu'il l'avait littéralement jamais vue avant aujourd'hui, et vas-y qu'on parle tous à Isabella et à toutes les autres mères. Et puis les phrases qu'ils te sortent, sérieux. C'est notre statut et notre naissance qui fait que l'on méprise notre prochain. Si on réfléchit un peu et on se met à sa place, on réalise que dans d'autres circonstances, on ne le détesterait pas. Putain de grosse merde. Baltringue. L'individualisme n'étant plus un système viable, l'humanité avait besoin d'être sauvée. Donc les frontières ont été abolies et le monde ne formait plus qu'une Tu t'assois nation. pas à notre table. Tu t'assois à la table de Zoulette, mais pas à notre table. Oh sérieux, c'est quoi ça putain? On dirait un truc écrit par un enfant de 5 ans. C'est ça la conclusion de ce manga si prometteur qui tentait d'aborder des thèmes moralement complexes et avait créé une superbe intrigue? Eh ben putain, je dois vous dire que je regrette l'argent que j'ai dépensé pour acheter tous les tomes. Ce genre de message ni au possible, c'est insupportable. Pour expliquer pourquoi, on va parler rapidement de Shingeki no Kyojin saison 4. Donc si vous l'avez pas vu, un petit timecode apparaît à l'écran pour aller à la conclusion. Vous êtes satellisé, vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Bon, du coup, dans SNK saison 4, on nous raconte une situation bloquée. Le monde déteste les Eldiens et ne les laisseront jamais tranquilles. Attendre comme le roi l'a fait auparavant n'est pas une solution, puisque cela laisserait aux ennemis le temps de développer des armes plus puissantes. Il ne reste donc que deux choix. Soit les Eldiens disparaissent de la surface de la Terre, soit c'est le reste du monde qui disparaît. Et là vous voyez sûrement le parallèle avec The Promised Neverland. Dans The Promised Neverland, on nous donne une situation bloquée aussi. Soit les démons mangent des humains, soit ils dégénèrent et redeviennent de simples animaux, ce qui reviendrait plus ou moins à mourir. Donc là, pas le choix. Soit les démons meurent, soit les humains continuent d'être traités comme du bétail pour être mangés. Maintenant, imaginez que la fin de SNK soit comme celle de Neverland,
que d'un coup un personnage arrive et dise à tout le monde que franchement, l'individualisme ça marche trop pas, si on se met à la place de l'autre on arrêtera de le détester, donc vas-y on abolit les frontières et on devient tous potes parce que c'est pas gentil d'être méchant. Et imagine que ça fonctionne. Avant de conclure le manga avec 3 chapitres bâclés où on voit tout le monde être heureux avec tous les problèmes résolus. Je pense que vous serez d'accord pour dire que ce genre de fin serait pitoyable et une insulte à l'œuvre. Et c'est exactement ce que je ressens devant The Promised Neverland, puisque c'est exactement ce qui s'est passé. Et avant que certains qui auraient pas compris viennent me parler de Mujika et de son pouvoir, ce que je vous dis c'est quel est justement le problème. Ce pouvoir c'est juste une facilité scénaristique pour permettre de donner raison à Emma. Sauf que du coup, l'auteur aurait aussi bien fait de ne pas faire tous ces délires des démons qui redeviennent des animaux s'ils ne mangent pas d'humains. Il aurait pu juste dire qu'il mangeait des humains par plaisir, tout comme les humains mangent de la viande sans que ce soit pour autant une nécessité. Parce que si c'est pour venir inventer des situations bloquées et venir les débloquer directement avec une solution complètement débile, ben ça sert à rien. Bon du coup pour conclure, The Promised Neverland c'est un manga qui avait beaucoup de potentiel au départ, mais qui a souffert d'un auteur qui a vu plus gros que son ventre. Il a voulu aborder des thèmes difficiles et faire une histoire non manichéenne, pour au final se perdre dans son ambition et conclure avec une bouillée d'idées gauchistes dignes d'un enfant de 5 ans ou d'un militant de la France insoumise. De son côté, l'anime sera venu en rajouter une couche avec la saison 2, qui est peut-être la pire qu'on ait jamais vue, au même niveau que la saison 2 de Tokyo Ghoul. Au final, The Promised Neverland nous aura fait beaucoup de promesses, mais les aura toutes trahies. C'est pourquoi en y réfléchissant maintenant, je pense pouvoir affirmer qu'il est devenu pour moi la plus grosse déception que j'ai pu avoir, que ce soit en manga ou en animé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je crois bien que c'est la première fois qu'on traite ainsi un manga ou un animé qui nous a particulièrement déplu. On espère donc que le résultat final vous plaît. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé personnellement de Neverland en commentaire. Je suis persuadé que certains d'entre vous ont aimé, et j'aimerais entendre votre opinion maintenant que vous connaissez notre avis. Pour finir, comme d'hab, abonnez-vous, mettez un like, et retrouvez-nous sur Twitter ou Discord. Les liens sont en description. On vous laisse donc pour aujourd'hui, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.